Invité du week-end, bienvenue sur ce plateau. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à suivre cette édition. Et aussi, je voudrais dire merci à tous ceux qui apprécient le travail que nous faisons. Merci pour vos encouragements. Et comme je vous ai toujours dit, chaque week-end, nous avons un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Emmanuel Moussouy, qui est un expert que je vis évoluer dans le domaine des énergies. Bonjour Emmanuel. Bonjour, cher Alfred. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Alors, tu sais, le week-end, on est des contractés. Il n'y a pas besoin de se dire monsieur, bonjour, vous, ainsi de suite. Non, on se tutoie, on est des amis. On se connaît quand même beaucoup de temps, hein. Je pense que moi et toi, on s'est rencontrés il y a de cela plus de 8 ans. Oui, plus de 8 ans. Ah, voilà. Effectivement. Donc, c'est-à-dire on a tout intérêt à se tutoyer. Non, mais avec plaisir. On est le week-end, Ah, voilà. voilà, donc la tête doit être fruit, doit être libérée et Super. on est ensemble. Exactement. Alors, Merci beaucoup. je voudrais que tu te présentes quand même à nos téléspectateurs sous toutes tes casquettes. Moi, je te connais, mais elles ne te connaissent pas. Tu as la Merci parole. beaucoup, cher Alfred. Déjà, comme vous l'avez dit, je suis Emmanuel Moussouyou. Ne me vous voyez pas. Emmanuel Moussouyou, c'est au fait actuellement le secrétaire exécutif de la CORAP. C'est quoi la CORAP? La CORAP, c'est une plateforme d'ONG, coalition des organisations de la société civile, pour le suivi des réformes de l'action publique. Une plateforme aujourd'hui qui compte plus ou moins 50 organisations de la société civile basées à Kinshasa et dans deux provinces, qui travaillent et qui est très engagée justement dans le suivi des réformes. Il y a plusieurs réformes, certes. La question qui nous revient toujours est, voilà, plusieurs réformes, mais dans lequel vous agissez de façon directe. Nous sommes dans le secteur de l'énergie. Tu l'as si bien dit, ça fait plus de 10 ans maintenant que la CORAP a une empreinte particulière dans le secteur de l'énergie de façon globale. Nous suivons spécifiquement dans ce secteur-là les questions liées à l'accès à l'électricité, les questions liées à l'accès à l'eau. De plus en plus, nous travaillons sur la question, n'est-ce pas, en rapport avec la cuisson. Et au-delà de ça, parce qu'on parle de l'énergie de façon globale, il y a aussi les questions des hydrocarbures. Et ça, c'est une question qui te fâche, hein, toi personnellement. Fâché, je ne dirais pas ça de cette façon-là, mais ça doit nous inquiéter tous. Pourquoi? Parce que les effets du changement climatique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le monde, les statistiques démontrent que les hydrocarbures contribuent pour beaucoup. Et donc, c'est une question qui ne doit pas forcément nous fâcher, mais qui doit nous interpeller. Et donc, au-delà de ça, nous suivons toute la question, je parlais du changement climatique ici de façon particulière, donc le secteur de l'environnement, la question de forêt et l'ensemble de tout ce que ça va avec. Nous travaillons aussi sur des questions de finances publiques. Nous essayons de jeter un regard particulier sur les budgets de l'État, surtout avec ce souci de voir des investissements accroître dans des secteurs vitaux, dans des secteurs de base, qui soient l'énergie en termes de l'électricité, de l'eau, mais aussi les autres secteurs connexes dans lesquels on a besoin de voir les communautés se retrouver. Parce qu'on appelle ça secteur de base, parce que justement ça contribue à la vie. Et donc notre regard sur le budget, il est aussi de cette façon-là. Au-delà d'être secrétaire exécutif de CORAP, je suis président d'une ONG qui s'appelle Défense, l'environnement et développement durable. C'est vraiment ancré dans le domaine de l'environnement, tenant compte de tous ces challenges que nous avons sur le développement durable. Et personnellement, je suis ingénieur, environnementaliste et voilà, dans gestion environnement et assainissement. Et présentement, je suis en train de finaliser avec mon master dans le domaine de l'eau et l'énergie à l'école régionale de l'eau. Donc voilà. Bravo. Un peu ce qu'on peut dire. Bravo. Merci beaucoup. C'est un plaisir de te recevoir parce que bon, généralement on se retrouve à un moment, on discute hors des caméras, mais aujourd'hui on a décidé de discuter devant les caméras pour partager tes expériences avec le grand public. Aujourd'hui nous allons parler de l'accès à l'énergie et la gestion des forêts de la RDC. Et ça, c'est une question qui te passionne quand même, parce que tu as dit que CORAP intervient dans ces domaines-là notamment. D'entrée de jeu, quel est l'état des lieux que vous avez déjà dressé sur l'accès à l'énergie et son lien avec la gestion ou bien la préservation des forêts? Alors, merci beaucoup. Tout à l'heure, tu disais que voilà, on se parle beaucoup, on s'est rencontrés. Il y a plus de 8 ans, on est ensemble.
Mais je dois profiter justement de l'occasion pour te remercier de l'invitation. Merci. On suit l'émission, on encourage l'émission. Je pense que cette émission-là a aussi un impact quand même sur voilà, le changement que nous sommes en train de souhaiter, parce que c'est une opportunité de présenter les choses qui marchent, comme aussi des choses qui ne marchent pas. Et je pense que les autorités qui ont l'opportunité de suivre ces émissions prennent aussi en considération de temps en temps les recommandations qui sortent, n'est-ce pas, de ces échanges-là. Et moi, j'ai vraiment le grand plaisir d'être là. Merci. Et s'il faut revenir dans la question sur l'état des lieux, parce qu'on parle de l'accès à l'énergie, en RDC, tout d'abord, positivement, c'est un pays qui regorge d'énormes potentiels. Et malheureusement, de plus en plus, beaucoup d'acteurs commencent à se fâcher quand on parle seulement du potentiel, parce que ce n'est pas que dans le secteur de l'énergie. Dans tous les autres secteurs, on a du potentiel qui peut vraiment aider à ce que le développement soit effectif dans ce pays-là. Et même un potentiel qui peut aussi stimuler le développement des autres pays dans la région et au niveau international. Mais le contraste est réel. On peut observer qu'on a plus de 100 000 mégawatts de potentiel en hydroélectricité. On a autant de potentiel en solaire. Et j'aime toujours le dire partout où je passe, le plus faible potentiel solaire qu'a la RDC dépasse le maximum du potentiel solaire qu'a l'Allemagne. Mais quand on parle de l'Allemagne, en ce qui concerne de l'énergie solaire, c'est un des leaders au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on a ce potentiel-là. On peut développer la géothermie, on peut développer l'éolien dans certains coins, comme par exemple dans la partie ouest vers la côte, dans la partie vers la province du Tanganyika, etc. Donc on a tout le potentiel énergétique, mais malheureusement, je parlais du contraste, c'est que aujourd'hui, il est démontré que moins de 9% a accès à l'énergie en RDC. Bon, ça a augmenté quand même. On est maintenant autour de 11 ou 13, quelque chose comme ça. Ben, je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez ce chiffre. Ouais, l'année passée, on a eu un grand débat. Vous vous souvenez que le chef de l'État avait parlé de 20%, plus de 20%, et Corap avait réagi en démontrant qu'on était à moins de 10%, parce que déjà, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, dans son rapport annuel de 2023, a renseigné qu'on était à 6,7%. Et la question c'est, quelle est cette magie qu'on a appliquée pour qu'on parte de 6,7% à 20%? Alors que ça doit être visible. Pour accroître le taux d'accès, il faut produire. Combien de barrages on a construits? On peut parler de Boussanga, on peut parler des Zongo 2, mais à quelle proportion cela a contribué à la problématique d'accès à l'électricité? Donc de façon globale, déjà vous pouvez donner un chiffre. Et moi, j'évite de donner aussi mon chiffre. Je me permets de me référer à l'autorité de régulation qui a parlé de 6%. Non, mais le chef de l'État, c'est quand même une des personnes qui est mieux renseignée sur ces questions. Si il dit 20%, c'est que ces services lui ont donné... Il s'agit de quel service? Parce que, effectivement, déjà qu'il y a un problème aujourd'hui. Il y a 3 jours passés, j'étais avec la Commission nationale de l'énergie, plutôt l'unité de coordination et management des projets dans le secteur de l'énergie, l'UCM. On était dans une discussion où voilà, j'ai posé la question clairement. Ça doit être une unité qui connaît quand même le secteur parce qu'il reçoit des financements, il contribue à la réalisation de certains projets. Déjà, l'UCM lui-même dit que non, on ne peut pas dépasser 10%. Et j'ai posé la question, mais c'est quoi la structure aujourd'hui au niveau national qui peut démontrer ou qui est chargée justement de faire ces statistiques? Aucune. L'UCM a eu... Au fait, on peut poser cette question-là à l'UCM, au secrétaire général et à tout le monde. Personne ne te dira que c'est moi qui dois produire les statistiques. Mais quand même, on doit reconnaître aujourd'hui que l'autorité de régulation est au centre du secteur. C'est vraiment une structure importante dans le secteur qui interagit avec tous les acteurs. Ouais. Et donc, si l'autorité de régulation, je ne pense pas que ce soit l'autorité de régulation qui donne le chiffre de 20% au chef de l'État. Et donc, pour moi, je pense que les services ont mal agi à ce moment-là. Les chefs en erreur? Ils ont mal agi à ce moment-là et donné des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Après, si on est dans l'optique de propagandiste, on peut comprendre, mais la réalité sur le terrain démontre le contraire. On est à Kinshasa. Kinshasa, on peut dire Corap, dans un de ses rapports, dans une de ses études qu'il a menées récemment, on avait fait l'étude statistique, l'étude diagnostique
du secteur de l'électricité dans la ville de Kinshasa. Et les calculs que nous avons faits, Kinshasa est autour de 56% d'accès à l'électricité. Ah bon? Mais ce Kinshasa-là qui a 56% d'accès, c'est quoi les réactions des gens? Pour ceux qui ont accès, déjà que la desserte elle est vraiment chaotique. Mais la commune de Maluku, qui a la plus grande superficie dans la ville de Kinshasa, combien de personnes ont accès à l'électricité? Non, mais c'est aussi la commune qui n'est pas plus habitée que les autres communes. Ouais, Ça peut être justifié par ça. On est d'accord que ce n'est pas plus habité, Ouais. mais il faut tenir compte des évolutions. De plus en plus, il faut aller à Maluku, il faut aller en Sélé, il faut aller à Mongafula. C'est là que les gens abondent de plus en plus. Non, mais en Sélé, il y a quand même une très bonne desserte. On ne peut pas dire qu'il y a une très bonne desserte. Il y a de ces quartiers qui venaient nouvellement d'être connectés. Dans le cadre du projet EAS de la Banque mondiale, d'ailleurs qui doit se terminer d'ici la fin du mois de juin, d'ici le 30 juin, ce projet avait pour objectif de connecter des nouveaux ménages. Et là, on peut parler d'un accroissement au fait d'accès à l'électricité parce qu'il y a certains quartiers qui ont été connectés. Et d'ailleurs, ils bénéficiaient, et ils sont dans le système de prépaiement, ils ont des compteurs, etc. Mais il y a quelques jours, allez vérifier la qualité de la desserte, elle est vraiment chaotique. Donc, de façon globale, nous dirons que le contexte du secteur de l'électricité est dominé par le fait que la population ne bénéficie pas de cette ressource qui est importante, n'a pas accès à l'électricité. Et on peut dénombrer les impacts que le manque d'accès à l'électricité a sur l'ensemble de la vie. Déjà qu'on ne peut pas produire parce qu'on n'a pas d'électricité. On peut le constater par rapport à ce qui se passe par exemple dans le Grand Katanga ou dans le secteur extractif où il faut, n'est-ce pas, exploiter le cobalt, exploiter tous nos minéraux, le cuivre. On n'a pas d'énergie pour le faire. Ça, c'est une grande conséquence. Autre conséquence, on peut voir l'insécurité dans nos quartiers parce qu'on n'a pas d'électricité. On peut voir des jeunes, des enfants qui n'arrivent pas à étudier parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Les hôpitaux, n'en parlons pas, les gens meurent. Les gens meurent parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui caractérise au fait le contexte aujourd'hui, le potentiel et le noir dans lequel vivent les populations. Et donc voilà un peu ce que ça représente. Mais après, j'ai parlé des impacts toujours. On peut aussi constater que parce que les gens n'ont pas accès à l'électricité, la forêt souffre. La forêt souffre. Et dans les statistiques en RDC, parmi les piliers, les moteurs au fait, majeurs de la déforestation, c'est le fait de couper le bois pour produire de l'énergie pour la cuisson. C'est soit le charbon de bois ou, n'est-ce pas, le bois de chauffe que les gens utilisent. Et dans le mix énergétique de la RDC, sur 100%, on utilise le charbon de bois ou le bois de chauffe à près de 96%. Vous pouvez comprendre, le 4 autres pourcents restants, c'est là qu'on peut voir l'hydroélectricité qui nous alimente et toutes ces autres alternatives qu'on essaie de mettre en place. C'est énorme. Et donc, on peut voir clairement l'impact qu'a ce manque d'accès à l'électricité sur la forêt. Après, on va revenir sur, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est plus tard. Mais de façon globale, c'est qu'aujourd'hui, nos autorités ne nous ont pas aidés pour qu'on améliore le secteur. Déjà, le fait que la loi a été promulguée depuis 2014, la loi portant secteur de l'électricité. Mais aujourd'hui, 10 ans après, le 14 juin 2024, on va fêter la 10e année, n'est-ce pas, de la loi qui a été promulguée. C'est quoi l'état des lieux? Alors qu'un des objectifs majeurs de la loi, c'était d'inciter plus d'initiatives pour... Mais il y en a quand même, non? Il y a Virunga Energy, il y a l'entreprise qui exploite dans les Kassai, tout ça. Bon, c'est déjà un début, non? C'est un début, mais 10 ans après, on ne peut pas toujours continuer à parler des débuts. 10 ans après, quand même, l'enfant doit avoir un certain niveau de compréhension des choses. Et donc, il y a tout ce potentiel. L'Atlas le dit, et n'est-ce pas, plusieurs autres études qui sont venues à démontrer qu'on peut développer les secteurs de l'énergie partout. Partout. Et déjà qu'il y a même la possibilité que même toi-même, que tu puisses produire ton énergie pour toi. La loi le permet. Et donc, on a passé plus d'une décennie, ou carrément, ce n'est même pas une décennie, mais je parle de 2013, depuis qu'on a relancé le projet Inga jusqu'à aujourd'hui. On a passé beaucoup de temps à s'imaginer des scénarios et autres, alors que ce temps-là, s'il était vraiment consacré
au développement d'un secteur décentralisé, certainement qu'on aurait un autre contexte qui serait plus éclairé que celui qu'on a aujourd'hui. Il y a eu encore beaucoup de réflexions, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les provinces, sur l'accès à l'énergie. Mais au finish, on a l'impression qu'on tourne en rond et que les choses n'avancent pas. Est-ce que ce sont des réflexions qui ne sont pas bonnes ou c'est le manque de prise en considération des recommandations qui fait qu'aujourd'hui, 5, 6 ans après, 7 ans après, on est toujours en train de tourner en rond et les choses n'avancent pas? Je pense que le Congo a quand même l'avantage d'avoir beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnes intelligentes, n'est-ce pas? Et donc, de là... peut-être pas ça aussi la cause du blocage, le fait d'avoir beaucoup d'intelligence qui n'apporte pas de solutions aux vrais problèmes des Congolais. Alors que l'intelligence devait être, n'est-ce pas, un élément clé pour le développement d'un pays. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on réunit des intelligences, je pense qu'on ne doit sortir qu'avec des idées géniales, des idées innovantes, des idées vraiment à point quoi, pour permettre à ce que les choses avancent. Le forum de Matadi en est un de ces espaces qui était créé pour réfléchir. Et d'ailleurs, c'était un forum phare sur lequel le chef de l'État lui-même, d'ailleurs, il était même décoré à l'époque. Il avait pris ça à cœur. Et du forum de Matadi, il en est sorti plusieurs recommandations. Pour moi, au départ, ta question, la plus grande problématique, c'est que est-ce qu'on met en œuvre les recommandations? Qui est censé mettre en œuvre ces recommandations? Il y a plusieurs acteurs, mais déjà, moi, je parle du côté gouvernemental. Parce que c'est le gouvernement, même si moi, Emmanuel, en tant que CORAP, par exemple, parce que CORAP, c'est aussi un des acteurs dans le secteur, moi, en tant que CORAP, j'ai une recommandation que je dois appliquer. Mais le gouvernement a toujours le rôle de suivre, n'est-ce pas? Est-ce que tu as appliqué ta recommandation? Non, mais c'est aussi le rôle des CORAP en tant que société civile. Parce qu'à un moment donné, on a l'impression que la société civile laisse tout, ne joue pas pleinement son rôle de suivi, d'interpellation et tout ça. C'est ce qui fait que parfois les recommandations sont classées dans les tiroirs et personne n'en parle. Non, vous pouvez avoir raison, mais je pense que vous devez, si vous suivez CORAP, pour ceux qui connaissent plus ou moins, parce que tout le monde n'est pas censé de connaître CORAP de toute façon, mais quand même, CORAP reste parmi les rares des organisations de la société civile qui fait le monitoring et de façon effective dans le secteur, qui interpelle. Et comme je disais ici, l'année passée, on avait même le plaisir de constater que le chef de l'État, pendant sa campagne, était confronté à une des questions de CORAP. Et il a réagi à cette question-là. C'était laquelle? Non, toujours par rapport au taux d'accès, par rapport à l'accès à l'électricité. Les journalistes ont dit, mais chef de l'État, vous dites qu'on est à 20%, les gens n'ont pas accès dans les territoires et tout. Et CORAP dit qu'on est à 6,7%. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est fait de monitoring. Mais ce que je veux dire effectivement, c'est que on fait le monitoring, mais on n'a pas le moyen d'agir pour changer. Le monitoring, on le fait auprès de ceux qui doivent agir. Et malheureusement, si ceux qui doivent agir n'agissent pas, on va demeurer dans la situation. Mais nous, on ne va pas non plus relâcher. Donc, je revenais sur la question et sur ce que je disais. Je prends le cas simplement du forum de Matadi. Il y avait, je pense, six recommandations phares. Et une des recommandations, je pense la deuxième, c'était que le secteur devait développer, mettre en place un plan, on va appeler ça quoi, une planification énergétique. Parce qu'on ne développe pas un secteur sans qu'il y ait une planification. Et on est dans le secteur de l'électricité, il n'y a pas de politique. Il y a la loi certes, mais il n'y a pas de planification énergétique nationale. Et dans les provinces également, il n'y a pas de plan d'électrification provinciaux. Et on est dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas de plan d'électrification pour la ville de Kinshasa. Et donc, on ne peut pas développer un secteur alors qu'on n'a pas une orientation claire. Et donc, la recommandation de Matadi était que le gouvernement développe ce plan. On est en 2024. Ça n'a jamais été fait. Plus de 6 ans après, donc 5 ans après. 5 ans après. La recommandation de Matadi une des recommandations était que l'on favorise les investissements. Aujourd'hui, vous parlez de Nourou et autres, mais ces gens-là, ils ont commencé il y a longtemps. Et ils souffrent. Ils peinent aujourd'hui à tenir. Nourou a commencé le processus pour qu'il construise une centrale
dans la province de l'Ituri. Mais ça fait plus de 3 ans, 4 ans maintenant que ça traîne. Pour qu'ils aient l'autorisation, ça a pris, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, jusqu'aujourd'hui. C'est le cas avec Kipa et aussi avec sa centrale dans le parc. Ça traîne. Et donc l'ensemble de tout ça ne peut pas favoriser. Et donc c'est comme je disais, pour moi de tous ces forums, le problème c'est qu'on ne focalise pas sur comment on peut effectivement débloquer le problème. Parce que les forums se suivent, les recommandations, parce qu'elles ne sont pas mises en application, elles reviennent. Donc on est toujours dans les mêmes recommandations. Éternel recommencement. Malheureusement, on tourne en rond, alors que certains des forums, par exemple, devront, parce qu'un forum comme celui de Matadi a coûté plus de 500 000 $. D'ailleurs, moi, je parle de 500 000 $, c'est que je pouvais plus ou moins comprendre, parce qu'on était dans l'organisation, mais ça pouvait être plus que ça. Ouais. Un forum peut coûter beaucoup d'argent, et c'est 500, imaginez 500 000 $. Si mais on peut dans la construction des petits barrages et tout, des petits barrages. Quelques kilowatts peuvent être produits quelque part dans un coin de la République, et quelques communautés qui n'ont jamais vu l'électricité depuis leur naissance, depuis l'existence du Congo, peuvent en bénéficier. C'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre parce qu'on a organisé un grand forum. D'ailleurs, pour bien avancer, à un moment, il faut que les acteurs se retrouvent, ils réfléchissent, ils évaluent et ils mettent en place de nouvelles stratégies pour avancer. Et d'ailleurs, les forums ne sont pas non plus un problème parce qu'on est dans un domaine dynamique. Le domaine de l'électricité, c'est de l'ingénierie. Tous les jours, les gens réfléchissent sur les innovations qu'ils apportent et donc les gens doivent se retrouver. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que parce que les gens doivent se retrouver, ils doivent aller dans des choses concrètes et que les recommandations qui sortent de ces réflexions doivent être appliquées. Donc c'est un peu ça la réponse à votre question. D'accord. Alors, quelle est la lecture que tu fais du budget actuel? Parce qu'on est déjà en 2024. On nous a parlé des 16 milliards et tout ça. Est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur la fenêtre énergie, l'investissement dans ce domaine? Ça te dit quoi? Alors, d'ailleurs, pour le moment, il y a un rapport qu'on pourra publier dans plus ou moins 2 semaines sur le monitoring de la mise en œuvre de 145 territoires dans son volet énergie. Il y a ce rapport-là. Il y a un autre rapport aussi qu'on est en train de préparer qui doit aussi être disponible très prochainement ici parce que pour nous, ça va constituer aussi le cahier des charges vis-à-vis du nouveau gouvernement qui va venir. Ce rapport-là, il évalue les investissements dans le secteur de l'électricité sur les 5 années passées. Le premier quinquennat du chef de l'État. On est en train d'évaluer. Vous évaluez ça à combien? Je ne peux pas donner un chiffre pour le moment parce que les travaux sont encore en cours. Mais ce que je peux dire, et de façon spécifique, par exemple, cette année... Même en termes de pourcentage? Non, le pourcentage est trop faible. Est trop faible, surtout les années passées. Et je parle des années passées en comparaison avec 2024. Ouais. Ici, je peux jeter des fleurs au gouvernement qui a proposé ce projet de budget. Et la société civile a contribué aussi dans cela. C'est que j'ai remarqué une chose. Dans le projet, dans la loi de finances 2024, on a prévu le financement de quelques centrales, plus ou moins 13 ou 4, entre 13 à 15 centrales solaires et hydroélectriques à faible capacité, au fait, que l'ANSER devra construire dans les provinces. Alors que dans les années passées, on n'avait pas prévu de financement dans ce sens-là. Ça, c'est une avancée et c'est positif qu'on encourage. Et la deuxième des choses, c'est que par la pression de la société civile, cette année, on a retrouvé tout le projet des 145 territoires dans le budget. Alors que les années passées, il n'y en avait pas. Donc les 145 territoires se retrouvent dans le budget, effectivement, et dans tous les volets, au fait, y compris le volet électricité, où il est prévu dans chaque territoire qu'il y ait au moins une centrale solaire ou une centrale hydroélectrique, toujours dans la même capacité. Et donc on peut dire que le budget de 2024 aligne plus ou moins 145 projets énergétiques dans le volet 145 territoires. C'est une avancée. Oui. Mais la faiblesse, elle est à quel niveau? La faiblesse, déjà pour le 145 territoires, c'est que ce qu'on a constaté, il n'y a pas d'études.
C'est-à-dire les capacités prévues, les budgets prévus ne correspondent pas forcément aux besoins, aux réalités sur terrain. C'est-à-dire que voilà, on va venir je sais pas, à Kabea Kamwanga, on construit une centrale, on prévoit, je sais pas, quelques 200 kV, je sais pas, kilowatts, et tout, mais ça ne répond pas aux besoins. Ça, c'est la grande faiblesse. Et donc ça, il faut se dire qu'il y aura des répercussions. Et parce qu'on n'a pas quantifié le besoin de cette communauté, on n'a pas non plus forcément fait recours à la modélisation énergétique qui nous renvoie au choix des meilleures solutions. C'est-à-dire, on a fait une simulation avec nos partenaires. À Mwanda, par exemple, où on prévoit de construire une centrale solaire, une centrale solaire. Mais à Mwanda, on peut se rendre compte qu'on a besoin d'étendre le réseau. C'est ça la modélisation. La modélisation vous dit, tel endroit, on a plutôt besoin de faire de recourir à telle solution, parce que ça va coûter moins cher que les autres. Et pour le 145 territoires, les besoins de chaque territoire est totalement différent. Est totalement différent. D'un territoire à un autre, les besoins est différent. Est totalement différent. Mais dans le budget, on a quantifié. On a pratiquement uniformisé cela. Et on parlait de besoins qui peuvent être différents. Mais on peut se retrouver face à une situation telle que plusieurs provinces ont un même besoin. On peut prendre 2 provinces qui ont un même besoin, 1 mégawatt par exemple. Mais le coût ne sera pas toujours le même. Parce que peut-être pour accéder à cette province-là, on a besoin de plus, peut-être d'un avion, alors qu'ici, on a besoin d'un véhicule. Là-bas, donc cette étude-là, préalable, l'étude de préfaisabilité, n'a pas été menée. Et je pense que ça aura des fortes répercussions dans la mise en œuvre. Mais parce que vous l'avez décelé, nous sommes encore au début, ça n'a pas encore été exécuté. Qu'est-ce que vous faites pour que cela ne puisse pas arriver? Non, mais Corap a eu à interagir avec les agences d'exécution. On a écrit au PNUD, au CFF et à la BSECO. Je pense que jusque-là, il y a le CFF qui avait réagi à la correspondance Corap. Il a dit quoi? Mais d'abord, CFF et PNUD qui ont réagi. Tous deux ont confirmé qu'il n'y avait pas d'études. Et je pense que c'était l'action de Corap. Je ne nous attribue pas forcément tout, mais je pense que c'est après qu'on fasse cette démarche. Et il y a quelques jours que le PNUD nous a confirmé qu'il a préfinancé les études. Okay. Pour nous, c'est une bonne chose. Il a préfinancé des études et malheureusement, on n'a pas encore accès à ces études-là pour être informé effectivement de comment est-ce que les choses se font. Mais je parie qu'il y aura toujours une contradiction entre ce qui était planifié et ce qui doit être réalisé. Certainement qu'il y aura plus de coûts, certainement qu'il y aura de problèmes, de solutions à appliquer dans un territoire par rapport à un autre. Ça sera une réalité. Mais ça, ce n'est pas d'une part aussi la légèreté que nos autorités mettent lorsqu'on est en train d'organiser les budgets ou bien on est en train d'élaborer les budgets. Parce que comment on peut uniformiser les coûts pour, par exemple, un territoire de Demba, dans les Kasaï, où l'accès est assez facile. Et le même coup, on va les mettre sur Bikoro ou sur Ingende, où l'accès est assez difficile. Est-ce que ce n'est pas une façon là où une façon de négliger un peu les travail ou bien de prendre avec légèreté les travaux que les gouvernements est censé faire? Non, mais je suis d'accord avec vous. Avec toi, je pense qu'effectivement, c'est un problème. Parce que le budget, en réalité, doit se baser sur les réalités. Exactement. Et les réalités, on le connaît parce qu'on a fait quelques enquêtes, parce qu'on a mené des études, parce qu'on est sur terrain. Bon, on ne doute pas que les services de l'État se retrouvent partout. Est-ce qu'ils vous consultent parfois lorsqu'il s'agit de cette question de l'énergie? Pour le budget, le gouvernement ne nous consulte pas quand il fait sa proposition de loi. Mais la société civile intervient à un certain niveau où au moment où il est question de révisiter ce budget-là, de faire l'analyse budgétaire. C'est dans les analyses budgétaires que nous faisons partie et par moment que nous faisons des recommandations parce qu'à ce moment-là, on considère que... Oui, très souvent, ces recommandations-là ne sont pas prises en compte. Mais parce que vous parlez de la légèreté, mais je pense que ce n'est même pas nous qui l'avons affirmé. Vous vous souvenez de quand on avait présenté le budget de 16 milliards,
les réactions de quelques institutions comme la FMI et les autres, qui avaient clairement dit qu'après analyse, que ces budgets-là n'étaient pas réalistes, qu'il fallait, je me rappelle qu'ils avaient parlé de 6 milliards ou quelque chose comme ça, qu'il fallait revenir. Ça veut dire qu'on ne met pas vraiment beaucoup de sérieux, beaucoup de temps. C'est vrai qu'on met beaucoup de moyens pour ce genre de travaux et certaines personnes se retrouvent dedans, malheureusement. Mais en réalité, il faut que ce soit vraiment des situations qui reflètent les vraies réalités sur Terre. Dans le cas contraire, ce sont des papiers. D'ailleurs, quand on fait le budget, après il faut aller voir la reddition de comptes. Il faut aller se renseigner sur ce qui a été mis en application. Généralement, on va voir que la majorité de ce qui devait être appliqué n'est pas appliqué. Par contre, on voit des dépassements en urgence, qui dépassent à plus de 1000% par moment. Est-ce qu'on peut imaginer un décaissement ou ce n'est pas un ministère qui consomme des finances à plus de 1000% par rapport à ce qui était. On a vu ça dans ce pays. Malheureusement, c'est de la légèreté et il faut que ça change. Tu as parlé de l'ANSER, certainement, mais c'est une des institutions étatiques qui s'adonne un peu à développer des projets au niveau local, notamment pour lutter contre la déforestation. Comment vous, en tant qu'ECORAP, vous analysez le travail? Est-ce que ce travail promet? Alors, d'abord, je dois relever une chose, c'est que la loi prévoyait, n'est-ce pas, la création de l'ANSER et de l'ARE. Mais je disais ici que l'ANSER a été mise en place près de 5-6 ans après. Mais la CORAP a mené un fort plaidoyer pour que l'ANSER et l'ARE puissent être mises en place. Pour nous, la création de l'ANSER, l'opérationnalisation de l'ANSER est un résultat pour nous important. Et donc nous sommes contents que l'ANSER puisse exister. Ça c'est une chose. Et d'ailleurs, l'ANSER nous reconnaît comme étant justement un partenaire important dans le secteur. Un de ses partenaires importants dans le secteur. La deuxième des choses que je dirais de l'ANSER, c'est que j'apprécie que l'ANSER est vraiment dynamique. Quand je parle du dynamisme, je vois déjà sa façon de communiquer. Je pense qu'ils sont quand même en train de communiquer de façon très active et c'est bien. Et parlant toujours du dynamisme, aujourd'hui l'ANSER par rapport à l'ARE, l'ANSER s'implante dans des provinces. Ils ont mis en place un système où ils s'organisent en poules. Poule Est, poule Ouest, poule Nord. Et ces poules-là, quand ils se retrouvent, par exemple, le poule Ouest, leur bureau c'est à Kinshasa, mais ils voient toute cette partie ouest du pays. Donc vous vous rendez compte que déjà à ce niveau-là, c'est positif. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut que l'on note que l'ANSER a ça comme travail. C'est ça son travail, de mobiliser les ressources pour le financement de l'électrification rurale. Donc, ce qu'il fait, il le fait certainement, mais il doit encore plus faire parce que, encore une fois de plus, je disais ici, ce qui nous intéresse, c'est les résultats finalement. Parce que l'ANSER doit mobiliser des ressources pour financer l'électrification rurale. Aujourd'hui, l'ANSER doit nous dire combien d'argent il a mobilisé, parce que c'est dans son rôle principal d'ailleurs. Combien de fonds l'ANSER a mobilisé. L'ANSER a mis en place le fonds Mwinda, qui avait pour objectif de mobiliser 500 millions de dollars pour financer l'électrification rurale. La construction des centrales, compenser certains coûts de certains opérateurs, par exemple le coût aujourd'hui qui fait problème, le coût de raccordement. Dans plusieurs coins du pays, ça fait problème parce qu'un ménage pour qu'il soit raccordé, selon la loi, c'est plus ou moins 500 dollars. Une activité économique, au moins 1000 dollars, 1500 dollars. Mais je m'imagine un jeune qui veut ouvrir un salon de coiffure, par exemple, qui, d'ailleurs, si on voit le capital de son salon, qui peut coûter peut-être 200-300 dollars, mais pour qu'il ait l'électricité, pour faire fonctionner, il faut payer 1000-1500 dollars. Vous voyez ce que ça représente. Ce sont des faiblesses de la loi. Et donc, l'ANSER, en réalité, aujourd'hui, doit encore multiplier les efforts pour effectivement trouver des financements. Je parlais du fonds Mwinda qui avait besoin de 500 millions. Le chef de l'État avait mis 5 millions pour lancer l'initiative. Mais aujourd'hui, l'ANSER doit nous dire combien de millions
ils ont pu mobiliser après. Parce que s'ils ne mobilisent pas, l'électrification rurale non plus n'est pas effective. Et donc, la forêt sera toujours menacée et il n'y aura rien. Mais au niveau du terrain, parce que tu l'avais dit, vous êtes un peu partout, au niveau du terrain, est-ce que vous êtes satisfait du travail que l'ANSER fait déjà? On sera satisfait au moment où il y a des vrais résultats. Ah, ça veut dire quoi? Pas de vrais résultats. Ça veut dire quoi? Le vrai résultat, ça veut dire que les projets ont commencé, ils sont finalisés, les gens ont accès à l'électricité. Mais une fois, aujourd'hui, j'ai reçu les DGA de l'ANSER qui m'avaient dit qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives qui étaient lancées. Ils m'avaient même promis de me revenir parce qu'ils devraient inaugurer une dizaine de microcentrales dans les provinces. Mais je ne sais pas, est-ce qu'au niveau... Vous parlez de Dubaï, c'était une promesse, n'est-ce pas? Et jusqu'aujourd'hui, moi qui suis dans le secteur, il n'y a pas encore vraiment des projets qui sont inaugurés. Ils sont avancés dans certains projets, par exemple dans le Kasaï, il y a un projet, je pense à Kananga, à côté de l'aéroport, fait un projet qui doit alimenter l'aéroport et quelques ménages. Et dans plusieurs coins, ils essayent d'avancer. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut avancer rapidement, il faut aller. L'ANSER a dans son portefeuille, il a près de 70 projets qu'ils veulent faire avancer, mais je pense qu'ils n'ont pas tous les moyens. Il parlait, j'ai suivi l'autre fois, il parlait des 7 ou 8 millions ou quelque chose comme ça. Je ne peux pas donner des chiffres en détail. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'ANSER présentement, ils ont des projets d'électrification où ils construisent des centrales solaires, ou dans certains coins aussi, ils stimulent des projets hydroélectriques. Et d'autre part, ils ont aussi un volet éclairage public. Pour l'éclairage public, il y a quelques avancées. Dans certains coins, même déjà ici à Kinshasa, je pense vers Kisenso ou je ne sais pas dans quel coin, ils ont eu à mettre l'éclairage public alors que ce coin-là n'était jamais connecté. Et, dans plusieurs provinces, à l'Équateur, etc. Mais moi, je parle de projets pour l'électrification des ménages. L'éclairage public, c'est bon aussi. Ça réduit peut-être le taux de criminalité dans certains coins, on est d'accord. Mais les ménages, c'est que l'ANSER doit finaliser le projet qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et donc, pour qu'ils finalisent et qu'ils fassent plus, il faut des financements. C'est là que pour moi, jusque-là, ce que je peux remarquer ou constater comme faiblesse de l'ANSER, qui est mon partenaire, et qu'ils doivent améliorer, c'est qu'ils n'ont pas réussi jusque-là à mobiliser plus de ressources, alors que c'est dans ses attributions. Ces ressources, ils les mobilisent auprès du gouvernement, ils les mobilisent auprès de bailleurs de fonds. Auprès du gouvernement, c'est peut-être un peu difficile par moment, mais aujourd'hui, ils sont aussi dans le circuit de 145 territoires. Je pense qu'ils doivent capitaliser cela. Mais l'ANSER doit mobiliser des ressources. C'est la clé. Sans cela, c'est quoi le résultat? C'est quoi l'impact qu'on a sur le terrain? Moi, j'encourage l'ANSER et je les félicite déjà pour les efforts qu'ils sont en train de fournir. Vraiment sur le terrain, ils sont visibles dans plusieurs coins. Mais ils doivent multiplier les efforts. Super. Alors, parce que nous parlons de l'accès à l'énergie et les forêts, est-ce qu'au niveau de la CORAP, avez-vous déjà pris le temps de rencontrer le ministère de l'Environnement qui est en charge des forêts pour poser la question sur comment ces ministères travaillent pour que les communautés aient accès à l'énergie afin de réduire leur empreinte sur les forêts? Alors, CORAP travaille avec les ministères dans plusieurs... on a eu à faire plusieurs choses avec le ministère, notamment, peut-être pas directement la VPM ou son cabinet, mais on a eu à travailler avec des structures du ministère. Par exemple, la direction qui est chargée de questions forestières, la direction qui est chargée des questions de l'eau, je pense que c'est lié. Nous avons participé avec eux dans plusieurs travaux, par exemple au moment où on était en train d'élaborer la politique nationale de l'énergie et dans plusieurs choses. Et par exemple, tout récemment, la CORAP a approché le ministère et plusieurs autres structures parce qu'on est en train de préparer un forum sur le bois énergie en RDC. Et donc, pour nous, je pense que d'abord, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a deux ministères qui doivent travailler ensemble face à ce problème. C'est le ministère, il n'y a pas que ces deux-là. Il y a plusieurs, mais de façon directe. C'est le ministère de l'énergie ou des ressources hydrauliques et électricité et le ministère de l'Environnement et Développement durable. À côté de ces deux ministères, il y a le ministère du Développement rural et d'autres ministères qui peuvent intégrer. Alors, c'est quoi le rôle de chacun? Face à cette question de forêt et énergie,
Le ministère de l'Environnement se limite à son bois, à sa forêt. Et le ministère de l'Énergie vient intervenir au moment où ce bois-là a été coupé et a été pris pour être transformé en énergie. Alors, c'est là la combinaison de ces deux ministères. Et c'est là que je disais qu'il faut que vraiment qu'il y ait une connexion assez forte. Mais au-delà de ça, je sais qu'au niveau du ministère, ils ont accompagné plusieurs projets, par exemple pour les foyers améliorés. C'est au niveau du ministère de l'Environnement où on coordonne tous les travaux liés au CDN, à la contribution nationale déterminée, dans lesquels on voit les autres secteurs comme le secteur de l'énergie être pris en compte et autres. Je pense qu'il y a des efforts, mais je pense qu'il y a moins d'efforts dans la mutualisation, n'est-ce pas, du travail à faire entre les deux ministères. Et donc c'est ça qui va davantage, si seulement cela n'est pas fait, ça va créer encore davantage cette Parce que cacophonie. si je pose cette question, c'est Oui. que je me souviens par exemple de Claude Nyamugabo lors de son passage au ministère. Il s'était impliqué à développer l'émergence de gaz liquéfiés, les gaz de pétrole, machin. Donc ça s'appelle comment? Le GPL, Les GPL. Et du coup, gaz au pétrole liquéfié. voilà. Et du coup, on a vu quand même une entreprise qui est en train de travailler aujourd'hui, dont beaucoup de Quinois apprécient leur travail. Mais l'idée était partie du ministère de l'Environnement, qui a sollicité de son collègue des Hydrocarbures de pouvoir aider cette entreprise à pouvoir s'installer et rendre ses services. Et on a quand même constaté que grâce à cela, il y a eu quand même une réduction de l'utilisation des macala dans les ménages congolais, dans les ménages quinois plus particulièrement. Mais là, on a l'impression que le ministère de l'Environnement actuellement, ça ne semble pas aller dans le sens de chercher des initiatives qui peuvent réduire davantage l'empreinte des communautés sur les macala, sur les forêts. Non, la question elle est bien posée. Je pense que vous avez cité le ministre Nyamugabo. Je pense que l'initiative même du GPL a commencé bien avant. Je me rappelle autour, je ne sais pas, en 2017 ou 2018, à l'époque, on travaillait sur l'initiative NAMA, et qui visait toujours, à l'époque, on parlait de, je pense, 16% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la RDC, etc. Et déjà à l'époque, on pensait comment inciter ou appuyer Perenco à récupérer son gaz torché pour en faire du GPL. C'est des réflexions qui ont continué et si seulement déjà le ministre Nyamugabo a eu à mettre cela en exergue, c'était une très bonne chose. Et donc, effectivement, le ministère de l'Environnement doit s'investir parce que d'abord, c'est son secteur qui est impacté, le forêt. Directement, c'est dans le portefeuille du ministère de l'Environnement. Et donc, ils doivent s'impliquer davantage pour trouver des solutions. Et j'ai cité ici les foyers améliorés et autres. Mais une chose est vraie, c'est que jusque-là, la plus grande faiblesse que nous avons, nous tous, c'est qu'on n'a pas des stratégies sur la cuisson propre. Parce que la stratégie sur la cuisson propre, ça devra être un outil qui permet d'orienter les actions dans le secteur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'y a que telle action qui peut primer à la place de telle autre. C'est-à-dire, par exemple, on ne fait que promouvoir les foyers améliorés ou on ne fait que promouvoir le GPL. Cette stratégie, normalement, doit venir nous aider en tant que pays à savoir exactement quelles sont les solutions que nous mettons sur la table. Des solutions durables, bien évidemment. Parce que le GPL, les foyers améliorés, certains disent que ça a démontré les limites, etc. Je pense que beaucoup plus lié au coût, mais aussi l'appropriation de certaines communautés. Je pense qu'il y a eu des défauts dans la communication, etc. La même chose pour le GPL. Le GPL, aujourd'hui à Kinshasa, il y a eu cette forte campagne avec Sogaz et l'autre qui était parti là, Koweït Gaz. Il y a eu beaucoup de ménages qui étaient, n'est-ce pas, allés vers, mais il y a aussi eu beaucoup de ménages qui sont restés réticents jusqu'aujourd'hui face à ce gaz-là. Mais je pense que le plus grand problème, c'est qu'il y a un problème d'éducation populaire et il y a aussi un problème de coût.
Parce que si déjà à Kinshasa, les gens n'arrivent pas à accéder à ce gaz-là ou à cette solution, à combien plus forte raison les populations dans les provinces, dans des territoires où on en a besoin. Vous voyez? Et donc, nous, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que nous avons des solutions, je pense, et cela dépend de la dynamique politique. Par exemple, le biogaz. Nous avons autant de déchets. Pourquoi on ne peut pas capitaliser cela? Parce que ça reste du moins une solution vraiment propre et durable. Parce que les déchets, avec la démographie de Kinshasa ou de la RDC, on ne peut pas manquer de déchets. Donc, c'est-à-dire qu'on peut en produire comme on veut. Mais le problème, c'est qu'on ne veut pas développer ces secteurs-là. On ne veut pas développer la technologie autour de ça. Et donc, je parle de ça parce que le ministère de l'Environnement, comme le PNUD et d'autres structures, aujourd'hui sont en train de présenter le GPL comme étant la solution miracle face à ce problème n'est-ce pas, de la cuisson, de la déforestation. Mais nous disons que le GPL n'est pas la solution miracle. Pourquoi nous disons ça? C'est qu'on est d'accord que le GPL dans la consommation est propre. Mais le GPL dans la production n'est pas propre. Ça veut dire quoi? Plus on va promouvoir la consommation du GPL, le nombre de millions de Congolais qui vont demander le GPL pour le consommer, ça va obliger de renforcer la production des hydrocarbures pour qu'on récupère ce gaz et que... Non, mais il n'y a pas que le pétrole. Avec le méthane aussi, le gaz méthane par exemple. Là, c'est encore une autre dimension. Le méthane, forcément, n'est pas propre. Mais le GPL est plus propre que le gaz méthane. Bon, le méthane, au moins pour sa production, ce n'est pas aussi compliqué que... Non, mais ça veut dire quoi? Ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans le même jeu. Si on n'a pas trop de problèmes dans la production... On peut dire que c'est le moindre mal. Je ne dirais pas ça ainsi. Je ne dirais pas ça ainsi parce que finalement, le méthane, dans la consommation, elle n'est pas propre. Si elle ne cause pas beaucoup trop de problèmes dans la production, mais dans la consommation, elle n'est pas propre. Le GPL, par contre, dans la consommation est propre, mais dans la production, elle n'est pas propre. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. Le GPL, en réalité, selon ce que nous avons dit, devra être une solution intermédiaire. Et de façon claire, on sait que notre vision, c'est que par exemple, d'ici 2000, là on est en 2024, d'ici 10 ans par exemple, on va promouvoir le GPL. Mais dans le 10 ans, on va travailler pour développer une alternative qui soit plus durable que le GPL. Les objectifs doivent être clairs. Parce que la crainte, c'est que tout ce qu'on est en train de faire autour de forêts, n'est-ce pas, c'est pour contenir les émissions de gaz à effet de serre qui sont produits, entre autres, par le domaine des hydrocarbures, le pétrole. On veut contenir ce gaz-là à travers le pétrole et le forêt. Mais en même temps, à travers les initiatives pour financer la protection des forêts, on finance le GPL qui va davantage accentuer la production. Non, tu sais, donc c'est là la... Ce qui est évident, la vie de l'homme, c'est toujours la pollution. Ça on ne peut pas s'en échapper quand même. Mais je pense que tu as compris la logique dans laquelle nous sommes. La logique, c'est qu'on ne va pas quitter la pollution complètement. Mais il faut qu'on réfléchisse de façon durable. Durable, c'est que même si on pollue aujourd'hui, mais que les générations qui arrivent puissent aussi en bénéficier. Alors, monsieur Emmanuel Moussouille, nous sommes à la fin. Ouais. Il ne me reste plus qu'une seule question à te poser et puis je te libère. Ouais. Et cette question, je voudrais que toi, tu me la donnes. Okay. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Ben, je ne sais pas. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a une chose importante que je n'ai pas mentionnée dans les discussions, c'est la question de la SNEL, de la gouvernance de la SNEL dans le secteur de l'électricité. Très bien. Vous avez signé un protocole d'accord très récemment avec la SNEL et vous avez quand même été de toutes les batailles pour réclamer une sorte de justice de la SNEL vis-à-vis des consommateurs. Ouais. Qu'en est-il exactement de ces processus et que prévoit l'accord que vous avez signé et comment sera-t-il suivi? Alors, je pense que c'est bien que les téléspectateurs et tous ceux qui vont nous suivre de comprendre que la CORAP, d'abord dans sa définition, je l'avais dit en début de l'émission, c'est que c'est une coalition pour le suivi des réformes et de l'action publique. Cela veut dire que CORAP doit travailler avec les institutions pour représenter la population, la communauté. Donc, il fait l'interface
il prend les réalités du terrain, il les ramène au niveau le plus haut, il prend les informations qu'il y a là-bas, il les ramène au niveau des communautés. Ouais. C'est ça le rôle. Et dans ça, nous avons intérêt justement à développer des partenariats avec tous les acteurs. Et donc, je parlais de Lancer, par exemple, qui est partenaire de Corap. Si vous allez même sur le site de Lancer, vous verrez que parmi ces partenaires, il y a la Corap. L'UCM, j'avais cité, et n'importe qui. Et aujourd'hui, nous avons signé un protocole d'accord avec la SNEL. Ce protocole, il vise quoi? De façon globale, le protocole met en place un cadre de concertation entre la société civile et la SNEL. Pourquoi un cadre de concertation? C'est pour qu'on se rassure que, effectivement, nos recommandations arrivent sur la table de l'autorité et on se rassure qu'on est en train de faire un suivi vraiment de façon pointée, s'il faut le dire ainsi, de l'évolution de la SNEL par rapport à sa clientèle. C'est ça, au fait, les méandres autour de ce cadre de concertation. Donc, il est axé sur, il est focus sur l'accès à l'information qui doit être partagé entre les deux bords. Et donc, Corap a toujours milité pour... Est-ce que l'accès à l'information, c'est ce qui a manqué? Ou bien oui, c'est ce qui va et d'ailleurs ça continue à manquer jusqu'aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la SNEL ne communique pas forcément de façon permanente ou de façon efficace ou même de façon ciblée. Déjà, le premier problème, c'est que tout Congolais aujourd'hui pense que c'est la SNEL qui doit lui donner de l'électricité. Ça, c'est un défaut de communication. Pourquoi? Le secteur a été libéralisé depuis 2014 et la SNEL est une entreprise commerciale depuis, je ne sais pas, 2010 ou je ne sais pas quoi, à travers la réforme menée par la Copirep et autres. La SNEL, la Régie des eaux, sont des entreprises commerciales. Et étant une entreprise commerciale, il n'a pas la responsabilité d'électrifier la RDC. C'est-à-dire quand la population ne comprend pas ça, c'est qu'on ne communique pas bien. C'est de la même façon que nous, on n'a pas la responsabilité de donner à tous les Congolais accès à l'électricité. C'est de la même façon que n'importe quel opérateur. Ça, c'est le premier défaut. Deuxième de chose, la SNEL, voilà, on connaît beaucoup de problèmes dans la production d'électricité. Parce que je prends le cas de Kinshasa. Kinshasa, aujourd'hui, je ne sais pas les statistiques s'ils ont évolué, mais il y a un moment, on parlait de près de 850 mégawatts du besoin en énergie pour la ville de Kinshasa. Et la SNEL avait une capacité de desservir autour de 500 mégawatts, quelque chose comme ça, pour la ville de Kinshasa. On avait déjà un déficit. Donc on avait un déficit d'entre 300 et 400 mégawatts pour la ville de Kinshasa. Et donc la bonne communication de la SNEL serait de dire que nous avons par exemple un système de délaissement, parce qu'il ne peut pas donner l'électricité à tout le monde. Il y a un déficit de 400 mégawatts, presque la moitié de ce qu'il a dans son portefeuille. Vous voyez? Donc la communication à ce niveau-là ne passe pas. Parce que normalement, il fallait qu'il y ait un chemin où la SNEL, par exemple, élabore son programme de délestage de façon claire. Chacun sait qu'aujourd'hui, j'aurai de l'électricité, demain, je n'en aurai pas. Demain, c'est telle commune, demain, c'est telle... je ne sais pas si aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous connaissez quand est-ce que le courant va partir chez vous. Vous ne savez même pas que vous allez faire 3 jours, 4 jours sans électricité. Donc c'est un défaut. Et donc cette communication-là doit être améliorée. C'est comme ça que nous, en tant que cette coalition qui joue l'interface, nous avons aussi intérêt de ramener la vraie information auprès des populations. Et pour dissiper au fait le malentendu. On ne jouera pas le rôle de la SNEL. La SNEL doit améliorer sa communication. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que s'il y a une information importante que la population doit connaître, nous la captons, nous la donnons de par nos moyens. Donc, vous vous limitez à l'information et non à l'amélioration de services de la SNEL. J'ai parlé de ça comme point focal, en fait, comme élément majeur dans notre collaboration. Et le deuxième niveau de notre collaboration, c'est justement de contribuer à proposer des solutions à la SNEL, à réfléchir avec la SNEL sur des solutions qu'il faut mettre en place. C'est comme on le fait avec tout, même Virunga, c'est aussi un partenaire de Corap et les autres. C'est-à-dire, nous, on n'a pas le moyen pour par exemple, électrifier une communauté. C'est peut-être pas aussi notre mission. Mais nous devons ramener des situations à la SNEL et des réflexions pour dire, voilà tel endroit, voilà ce qu'il faut faire. Tel endroit, il y a un problème de cabine. Si vous mettez juste une cabine, ça va aider à ce que l'on améliore la desserte. Tel endroit, il y a un problème de câble. Mais si vous trouvez une solution à cela, c'est ça, en fait, le rôle. Et par rapport à l'accès à l'électricité, comme je disais dans le début, c'est que tout le monde
lance la flèche à la SNEL pour dire qu'il faut que ça soit au courant. Oui, hein. Mais ici, moi, je voudrais dire une chose qui est importante, que tout le monde doit capter, c'est que nous, Congolais, nous devons davantage nous approprier de cette question de l'accès à l'électricité, parce que sans électricité, on n'est nulle part. Ouais. Il n'y a pas de développement. Et nous approprier de cela, nous devons poser des bonnes questions et aux personnes concernées. Aujourd'hui, la SNEL est incapable de donner l'électricité à tout le monde. Elle doit améliorer, peut-être adapter sa politique. Et la SNEL elle doit être courageuse à renoncer, par exemple, à certains engagements pour dire, moi, en tout cas, selon mes capacités, je dois travailler avec telle population, de telle commune, parce que je ne peux pas donner l'électricité à tout le monde. Mais la population, en se prenant en charge ou en s'appropriant de cette démarche, elle doit plutôt orienter son action vers le gouvernement. Pourquoi ? Parce que... Pour exiger du gouvernement plus d'investissement dans ce domaine. Plus d'investissement, parce que la conséquence directe du manque, c'est-à-dire aujourd'hui on est à plus de combien de millions de population? À Kinshasa, autour de 15 millions. 15 millions à Kinshasa, mais en RDC... Comme on n'est pas commencé l'enregistrement, on va peut-être qu'on va connaître. En RDC, on est autour de combien? 100 millions, on plus de 100 millions et tout. C'est-à-dire, ces 100 millions-là, c'est en 2024. En 2023, il y aura certainement une augmentation. En 2025, 2000 autant. 30, ouais. Et aussi longtemps qu'on va rester avec la même quantité d'énergie qu'on a produit depuis les années coloniales ou carrément depuis Mobutu, dans la grande partie. C'est-à-dire qu'on n'améliore pas la desserte. Donc c'est comme ça que la population doit exiger. Le seul problème, pas forcément le seul, mais le plus grand problème d'électrification aujourd'hui, c'est le financement du secteur. Et ce financement passe par deux mécanismes. Soit le gouvernement investit dans la construction des centrales de façon efficace, d'une part, et d'autre part, le gouvernement met en place un mécanisme qui favorise les investissements. Il améliore sa fiscalité, il incite les capitaux privés à venir pour produire l'électricité. Et cette fois-là, c'est ça la plus grande faiblesse que la SNEL ne peut pas résoudre, que personne ne peut résoudre, si ce n'est que le gouvernement. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà que tu m'as donné une bonne question sur la SNEL et tu y as bien répondu d'ailleurs. Ouais. Je pense que nos téléspectateurs ont suivi et ont compris la quintessence même de votre collaboration avec la SNEL. Est-ce que vous avez un dernier mot? Parce qu'on va clôturer. Non, un dernier mot, c'est que voilà, donc il faut que, à côté de tout ce qu'il y a comme initiative, le gouvernement congolais, face aux domaines que nous avons mentionnés, doit finaliser des outils pour permettre le développement du secteur de l'énergie. C'est la politique de l'énergie, c'est la planification de l'électrification. On parlait de la stratégie sur la cuisson propre pour protéger nos forêts. Donc il y a ces outils qu'il faut finaliser et nous invitons le gouvernement à le faire. Et pas seulement à finaliser ces outils, mais aussi à mettre en place des mécanismes qui vont favoriser leur mise en application. Et aux côtés de ça, c'est le renforcement de capacité des acteurs. Donc ça, je vais vraiment demander au gouvernement, à Madame la Première ministre, qu'elle comprenne que si les acteurs ne sont pas renforcés en capacité, si les institutions du gouvernement au niveau local ne fonctionnent pas parce que les acteurs n'ont pas des informations nécessaires, ça ne pourra pas aider à avancer. Super. Alors Emmanuel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu as compris qu'on a beaucoup plus tourné autour de l'énergie, mais dans son aspect électricité. Oui. Et pourtant, l'énergie, c'est encore beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder faute de temps. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que tu passes sur mon plateau pour parler de cela. Merci beaucoup. Donc dès lors que tu auras du temps, on va encore revenir pour aborder d'autres aspects d'énergie qui, au niveau de la CORAP, vous abordez, mais aussi au niveau même de ta propre organisation, ta propre ONG. En ce moment-là, ça serait peut-être pour parler de tout ce qui est cuisson propre, ainsi de suite, parce qu'il y a des actions que vous menez dans ces sens-là. Non, c'est moi qui vous remercie en tout cas. Et je pense qu'on aura plus de temps pour discuter de tout ça. Ça nous inquiète tous. Hein. Super. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à moi, je vous dis aussi merci pour avoir suivi cette édition. Je vous fixe rendez-vous le week-end prochain avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.